Équipe B Metal Expo, le premier salon professionnel de la menuiserie française du 21 au 24 septembre 2021, porte de Versailles à Paris. Vue de ma fenêtre. Bonjour, je suis Frédéric Tadei, le directeur du magazine Verre et Protection. Bienvenue à Vue de ma fenêtre, une émission qui vous est proposée sur Bâti Radio. Nous sommes à nouveau en direct du salon Équipe B, toujours le petit brouhaha sympa qui est derrière nous, qui indique que les visiteurs sont là. Et aujourd'hui, ils étaient bel et bien là. Nous avons remis aujourd'hui 13 prix dans le cadre de la 4e édition du Grand Prix des réseaux de Verre et Protection. Donc notre émission de cet après-midi est consacrée au réseau, justement. Nous avons 4 invités avec nous pour en parler. Morgane Lefebvre, qui est responsable communication du groupe Fenetrea. Bonjour Morgane. Bonjour Frédéric. Nous avons Anne-Séverine Saboré, présidente de TBC Innovation. Bonjour Frédéric. Nicolas Seferiadis, vous êtes le dirigeant d'Omkia. Bonjour à tous. Et bien le dernier invité, le 4e, Pierre-Yves Lestradic, dirigeant et associé de Prospérance. Bonjour Frédéric. Alors nous allons commencer par les heureux vainqueurs gagnants du jour. Morgane Lefebvre, d'abord présentez-vous et présentez-nous à la fois Fenetrea et le réseau des experts. Alors, je suis Morgane Lefebvre, donc responsable communication et marketing de Fenetrea et du réseau Expert Conseil Fenetrea. Donc le réseau Expert Conseil Fenetrea existe depuis 2007. C'est un label aujourd'hui qui compte 81 points de vente répartis sur tout le territoire. On ambitionne pour la fin de l'année terminer à 85 points de vente. Donc c'est un réseau d'indépendants qui commercialise principalement la marque Fenetrea. Il n'y a pas de contrat exclusivité, mais c'est principalement la marque Fenetrea, bien évidemment. Et donc d'autres fournisseurs pour lesquels nous négocions des conditions particulières. Donc c'est un réseau qui se veut très très convivial. Il y a une excellente ambiance dans le réseau et on est très très heureux en tout cas d'avoir le prix aujourd'hui, donc de la meilleure progression des adhérents. En effet, sur les 2 dernières années, on a vu rentrer donc plus d'une vingtaine d'adhérents et c'est une belle un joli prix que nous recevons là. Donc c'est qui est le 2e d'ailleurs que nous recevons. Oui, c'est exact. Ça prouve que vous êtes dans la constante. Voilà. Donc, merci, c'est une belle surprise. On va revenir sur votre prix juste après. Pardon. Nicolas Seferiadis, présentez-nous Omkia. Présentez-vous. Alors, donc, moi, je suis président et fondateur d'Omkia. On a créé maintenant il y a 6 ans. Et nous, comme vous, finalement, on a eu une belle progression sur ces 2 dernières années, puisqu'on est passé de 15 points de vente à 37. Et on sait qu'on passe à 50 sur 2022, début 2022. Donc voilà, on est un réseau de concessionnaires complètement indépendant de tout industriel et on accompagne nos concessionnaires dans la performance avec un accompagnement très fort en recrutement, en formation, enfin tout un tas de services qui font de nous, je pense, un des réseaux les plus accompagnants pour des créateurs mais aussi pour des entreprises qui souhaitent avoir un 2e élan, des indépendants qui veulent nous rejoindre. Alors, on va revenir tout à l'heure sur les 2 prix que vous avez gagnés, qui ont été décernés par un jury dont étaient membres nos 2 invités, qui sont à ma gauche. Anne-Séverine Saboré, c'est dur à dire quand on est fatigué l'après-midi. Il y a beaucoup de S. Oui, c'est vrai. Une allitération de S. Présentez-nous TBC Innovation en quelques mots. Alors, TBC Innovation, c'est un cabinet de conseil en innovation qui accompagne en fait les industriels du bâtiment et notamment les industriels qui peuvent avoir des réseaux avec des adhérents sur l'innovation, sur les études de marché pour essayer de estimer les marchés, les comportements aussi des consommateurs, les comportements des particuliers, le parcours d'achat en rénovation de fenêtres par exemple, et qui apporte en fait finalement de l'information aux acteurs du marché. Très bien. Et 2e membre de ce jury qui a planché sur les très très nombreux dossiers qui nous ont été soumis. Ça a failli planter nos ordis tellement c'était lourd. Pierre-Yves Lestradic, donc Prospérance, expliquez-nous. Oui, alors Prospérance, on est une entreprise qui a une petite vingtaine d'années maintenant. On est spécialisé dans l'exploitation de données pour des acteurs de l'habitat. Donc nos équipes, leur expertise, leur savoir-faire, c'est d'être capable justement de rassembler toutes ces données de marché et puis de les mettre en scène dans différentes applications digitales qui vont permettre à des acteurs comme les réseaux de bien cibler leur marché,
de bien savoir où sont les potentiels de développement, où sont les territoires prioritaires de développement pour eux qui doivent choisir leur combat de façon de plus en plus précise au fur et à mesure qu'ils maillent le territoire. Et donc dans les différentes applications qu'on observe aussi chez les réseaux pour lesquels on travaille dans la menuiserie, il y a beaucoup d'applications liées au-delà du développement du réseau et de cette idée de confier des territoires équilibrés, des territoires qui peuvent être travaillés avec intelligence et qui maximisent des facteurs de réussite. C'est aussi des outils qui sont utilisés chez nos clients pour animer le réseau, pour se faire entendre auprès d'entrepreneurs qui sont un peu dans le quotidien de leur devis, de leur pause, de leur suivi client, et puis leur permettre justement, grâce à tout ce travail de l'animateur, de s'appuyer sur des données de marché, de rationaliser les choses, de poser des diagnostics un peu plus précis sur la meilleure façon d'exploiter le territoire qui leur a été confié par le réseau. Alors, on l'a vu en étudiant les différents dossiers de candidature pour ces Grands Prix des réseaux, que bien évidemment et fort logiquement, cette année, l'activité des réseaux a été impactée et les réseaux ont dû s'adapter dans leur communication, dans leurs événements, dans leur fonctionnement et même peut-être aussi dans leur stratégie à long terme, en prenant en compte justement cette nouvelle donne de la crise sanitaire. Est-ce que chez Omkia, par exemple, vous avez mis en place des mesures particulières? Est-ce que ça a changé votre vision des choses, de devoir travailler avec de nouveaux outils, avec de nouveaux concepts pour pallier aux inconvénients des différents confinements et inconvénients de cette crise sanitaire? Alors nous, ça nous a conforté dans nos choix stratégiques puisque depuis 5 ans, on a développé fort le digital, donc on était prêts en fait. Et on a communiqué immédiatement dès le début du confinement. Et nos concessionnaires ont même fait des ventes en FaceTime. On a généré des contacts entrants, tout le monde était chez soi, comme on l'a tous vécu. Donc, alors ça nous a permis de ne pas performer, mais de garder contact avec le marché et de se dire bon, on est encore vivant. Et donc nous, ça nous a plutôt conforté dans nos choix stratégiques, mais on n'a pas plus investi dans le digital que d'habitude puisqu'on était déjà beaucoup dessus. Et ensuite, par contre, on s'est attaché à vraiment accompagner nos concessionnaires vers l'obtention de certaines aides, monter les dossiers, parce que tout le monde était un peu inquiet à cette période-là. Je pense qu'on l'a tous mal vécu. Et donc, on s'est vraiment mobilisé pour les aider, pour les rassurer. Et on a préparé une grosse campagne de reprise dès la sortie du confinement. Et on a rempli les carnets de commandes très, très, très vite. Et c'était ça surtout qu'il fallait qu'on fasse, je pense, en tant que réseau. Et je pense qu'il y a beaucoup de réseaux qui ont fait la même chose. On a mis le paquet en communication tous. Et cette synergie finalement de toutes les enseignes, ça a été porteur pour le marché. Donc je pense que c'était positif finalement. Je pense, Morgane Lefebvre, vous avez eu le prix qui a récompensé la meilleure progression des adhésions en 2 ans. Ça veut dire qu'ils étaient plutôt rassurés en adhérant au réseau. Nous, on a tout de suite relayé toutes les communications. Enfin, on n'a jamais cessé de communiquer, voire on a vraiment développé la communication vis-à-vis de nos clients au sens large et surtout auprès du réseau. On a également fait des rendez-vous en webinaire, vraiment pour maintenir ce lien. C'était très important. Ils ont beaucoup apprécié. On a eu beaucoup de retours par rapport à ça. Fenêtre en fait a eu que 2 semaines d'arrêt. Globalement sur l'activité. Vous voulez dire les usines? Les usines, voilà. Donc du coup, et nos clients n'ont jamais cessé de travailler en définitive. Donc on a pu les accompagner vraiment tout le temps pendant cette période. On n'a perdu aucun de nos clients. Vraiment, on est vraiment très très satisfait de cet accompagnement. Et du coup, la force de vente a toujours été en relation avec l'ensemble des clients. On a pu maintenir le lien et les rassurer dans un partenariat pérenne. Donc on n'a eu aucune difficulté à séduire des nouveaux adhérents pendant toute cette période. Ils étaient finalement très très rassurés par le maintien de l'activité de Fenetria. Alors il y a un autre prix qui a été remis aujourd'hui pour cette cérémonie, c'est la meilleure e-réputation. C'est Prospérance qui a permis d'avoir notre vainqueur. Est-ce que aujourd'hui la e-réputation, c'est l'angle, la pierre sur laquelle repose l'activité d'un réseau? Est-ce que c'est devenu un élément plus important qu'avant? Alors, un élément plus important qu'avant, je dirais oui, au fur et à mesure qu'une proportion plus importante des clients, des concessionnaires se rajeunit et est né digital et commence son parcours client par une étape digitale qui va être
de consulter les sites web, de regarder. Oui, vous tapez le nom d'un concessionnaire sur Google. Toute première chose qui va vous arriver, c'est effectivement les avis Google sur l'entreprise en question. Et on trouve que c'est un exercice qui est souvent extrêmement cruel. Parce qu'en fait, vous avez souvent plutôt une majorité de commentaires négatifs. C'est-à-dire qu'en fait, les clients satisfaits sont plus silencieux que les clients pas contents qui vont adresser des commentaires très agressifs, parfois à l'encontre d'entrepreneurs. Et oui, c'est un exercice qui est à mon sens très difficile pour les entreprises et pour les réseaux parce que de plus en plus, une proportion de plus en plus importante des clients commence par là. Et si c'est pas piloté un peu activement, alors soit par l'entrepreneur, mais souvent nous ce qu'on observe c'est de plus en plus avec le soutien de leur réseau, ça peut porter préjudice de façon assez violente à l'encontre d'un entrepreneur. Donc oui, on trouve, en tout cas nous quand on a décidé de continuer à prendre cette mesure de marché pour alimenter le Grand Prix des réseaux, on trouve qu'elle fait sens. Alors il y a des questions qu'on s'est posées parce qu'aujourd'hui les réseaux font des choix en matière de ce qu'ils retiennent comme indicateur pour leur e-réputation, c'est-à-dire qu'ils vont se réapproprier une partie de l'exercice, et ça c'est assez intéressant, en assimilant plusieurs sources d'avis clients, des avis vérifiés, des avis Google. Et alors pour l'instant on regarde ça avec beaucoup de prudence parce qu'en fait quel que soit le choix que fait le réseau pour accompagner justement son adhérent, son concessionnaire dans cette démarche, l'avis Google, quoi qu'on fasse, il est en première page, il est frontal pour le client final qui va se retrouver face à cette situation. Donc oui, c'est des indicateurs que nous on continue à suivre de près, mais on constate que au gré de la professionnalisation des réseaux, c'est une dimension qui est maintenant très très bien intégrée par la plupart des acteurs. Oui, ils font souvent appel à des professionnels ou des prestataires extrêmement pointus en la matière. Il y a un autre ce matin, un autre élément qui est revenu assez souvent, c'est le côté produit au-delà du service. C'est vous, Anne-Séverine, que j'aimerais questionner à ce sujet. Est-ce que vous avez l'impression que pendant cette période un peu particulière, la R&D des industriels a beaucoup plus fonctionné et a permis d'offrir au réseau, à leurs adhérents et bien évidemment au client final, beaucoup plus de produits, beaucoup plus de solutions. Et est-ce que ça aurait accéléré la technicité et la valeur des produits ? Alors, je crois que oui. Voilà, je m'entendais. Oui, ça s'est accéléré. En fait, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a eu un blanc. Puisque déjà le salon Equip n'a pas eu lieu en 2020. Donc en fait, les industriels ils se mettent pas à travailler en R&D que 6 mois avant les salons. C'est bien, le temps est bien plus long que ça. Donc finalement, la communication sur les nouveautés c'est faite sur des nouveautés qui ont été travaillées depuis maintenant 3 voire 4 ans en fait. Depuis moi je me souviens d'industriels qui nous avaient dit moi mon objectif c'est de lancer pour Equip 2020 ou pour Artibat ou voilà, et finalement tout s'est décalé d'1 an. Donc 1 an de plus, c'est vrai que ça donne un peu plus de temps pour améliorer son innovation, pour la tester, pour mettre aussi l'accent sur des solutions qui sont plus user-friendly, vous voyez, sur un accompagnement en termes de services au-delà de l'innovation technologique, technique, d'amener au consommateur final, au client final, plus finalement le client poseur ou l'adhérent au réseau, mais plus le particulier qui va choisir sa fenêtre, une solution qui met en valeur l'innovation produit. L'exemple, par exemple, de l'outil de la société Jeannot qui a été récompensé en outil d'accompagnement, ou de showroom, je ne sais plus exactement la catégorie, elle est assez intéressante en fait. C'est finalement c'est quelque chose qui est purement une porte virtuelle, en fait, qui a un écran virtuel, mais qui amène au consommateur une simulation de son futur produit. Bon, des simulateurs, on en connaît plein, mais là, c'est vraiment une simulation, un simulateur à échelle 1. Voilà. Donc c'était ça aussi quand on a, en tant que jury, qu'on avait voulu récompenser. Donc c'est pas un produit en tant que tel, mais c'est un outil d'aide à la vente de ce produit et qui, peut-être que si on avait eu le salon Equip B en 2020,
on n'aurait pas eu le temps de voir apparaître ce type de solutions qui sont des solutions d'aide à la commercialisation. Justement, l'aide, est-ce que c'est quelque chose que vous avez noté, Nicolas Safariadis, chez Omkia ? Vous avez constaté que vos adhérents avaient vraiment, plus qu'avant, besoin d'être aidés, d'être soutenus, d'être portés ? Oui, forcément. Après, il faut mettre en place des outils qui permettent de faciliter les ventes, mais c'est surtout faciliter le choix du consommateur. C'est ce qui me paraît le plus important. Nous, c'est ce qu'on a fait. On a créé une application qui s'appelle l'Omkia Lab, qui en fait, on emmène notre showroom finalement chez le consommateur, et en réalité augmentée, il voit son produit, la bonne couleur, le bon vitrage, etc. Et il fait le bon choix, et il n'y a pas de déception, donc on revient aux avis. Si on est centré client, on pense à ce genre d'outils. Alors, il y a 2-3 ans, quand nous, on a commencé à le développer, il n'y avait pas encore la techno, c'était un peu plus compliqué, très cher. Là, maintenant, ça commence à être un peu plus abordable, et je pense que il faut aller vers ça. Ouais. Il faut aller vers ça, et c'est ce qu'on a fait. Et on les a beaucoup aidés, et c'est vrai que ça aide au taux de transformation. Il y a d'autres outils à la vente aussi. On a axé aussi beaucoup, nous, sur la formation. On a profité du Covid pour créer des modules de formation, et on forme tous les commerciaux de France. On a créé une école de vente Omkia, en fait, et tous les commerciaux de France viennent régulièrement, tous les mois, se former, et on les accompagne sur les nouvelles méthodes avec les nouveaux outils. Mais c'est vrai que les outils, c'est important. Un CRM, on a développé un CRM pour être plus proche des clients, mieux les servir, mieux les suivre. Donc oui, c'est très important, bien sûr. Chez Fenetrea, Morgane Lefebvre, j'imagine que vous avez aussi phosphoré pour leur sortir de beaux produits, de nouvelles solutions. Vous avez senti de leur part une attente un peu plus importante qu'en temps normal ? Non, pas plus que ça, mais on œuvre toujours de toute façon pour les accompagner. C'était surtout des besoins en formation. Oui. Donc l'e-réputation, je reviens toujours sur ce sujet-là aussi. Ça a été vraiment un sujet depuis un an et demi. Et on a en effet référencé une solution de service pour les accompagner. Donc c'était surtout la demande du contact. D'accord. Donc on a surtout travaillé sur cette solution-là pour leur amener du contact, et la société Hello Travaux qui nous accompagne a vraiment fait un accompagnement superbe auprès de l'équipe, avec du coup des avis qui remontent pleinement, et au-delà de cette solution d'e-réputation avec des avis vérifiés sur la base des factures, il y a un gros travail aussi sur la fiche Google My Business, voilà, le référencement local, pour commencer, en fait, ça commence toujours par là. Donc on est quand même, nos artisans ne sont pas forcément très à l'aise avec le sujet, donc la demande était surtout de la formation, de la visibilité sur Internet, de la formation. Donc, ce que nous avons fait pendant toute cette période de confinement. Donc, c'était surtout ça. Après, les outils d'aide à la vente, on a encore un petit peu de travail à faire, mais on y vient. On est à l'écoute de nos clients. Donc, voilà, ça va venir. Bon, ça va venir. On peut pas tout dévoiler. Non, mais ce sera l'occasion de venir nous en parler dans une prochaine édition. Qui dit e-réputation, qui dit augmentation du nombre d'entrants, dit maillage du territoire. Ce matin, vous avez remis un prix à ce sujet. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui dans les réseaux de la fermeture de la fenêtre et de la protection solaire, de leur maillage territorial ? Alors nous, ce qu'on observe, là, c'est vraiment, là, on touche vraiment au cœur de notre expertise. On observe qu'on assiste à un moment de marché qui est tout à fait exceptionnel. C'est-à-dire que là, on suivait, nous, des réseaux qui étaient plutôt en perte d'adhérents depuis quelques années, parce qu'ils avaient une certaine proportion d'entrepreneurs proches de la retraite ces dernières années, avec un renouvellement qui était difficile à opérer. Et là, ils vivent un moment de marché absolument phénoménal, une vraie euphorie. Ils ont des appels entrants en direct de gens qui cherchent à rejoindre les réseaux. Donc c'est un moment quand même très intense pour le développement de réseaux. La conséquence de ça, en termes de maillage du territoire, c'est que quand ça va aussi vite, c'est aussi un risque de désordre, et c'est aussi un risque de faire des erreurs qu'après on peut payer sur des termes assez longs. Et nous, ce qu'on observe aujourd'hui, la tendance, c'est que je dirais les réseaux qui réussissent dans cet exercice, ou en tout cas qui sont en train de se sécuriser à long terme dans cet exercice de maillage du territoire, en profitant pleinement de l'euphorie actuelle du marché, c'est des acteurs qui finalement concèdent des territoires pas trop grands,
le plus équilibré possible et qui, du coup, ont cette capacité à faire des découpages extrêmement précis dans des zones où le potentiel est très concentré. Vous voyez, le risque en fait, qu'on observe, nous, dans les comportements qu'on observe chez certains réseaux quand ils se développent très très vite, c'est qu'ils vont être tentés de confier des territoires généreusement parce qu'il y a des gens motivés, donc ils vont confier des territoires. Vous savez, quand vous êtes le développeur réseau, c'est pas facile. Vous êtes face à l'entrepreneur qui, lui, connaît bien la réalité locale. Vous dit non, mais moi, je connais bien mon terrain, je vais travailler jusque-là, j'ai des chantiers régulièrement jusque là-bas. Et puis donc, le développeur réseau, face à ça, concède un territoire trop grand. Et puis après, on peut mettre des années à se rendre compte d'abord que le territoire n'est pas bien travaillé, que ça entrave le développement futur du réseau, parce qu'en fait, de fait, maintenant, le terrain est gelé, et que donc on laisse la concurrence s'installer progressivement. Et donc c'est vraiment un moment, je dirais, là, dans cette euphorie de marché, c'est un moment où on voit des comportements complètement divergents, quoi. Des gens aller à toute vitesse, et puis d'autres prendre le temps de s'organiser. Et voilà, notre conviction, pour nous qui travaillons ces sujets-là depuis longtemps, c'est que quand le marché va reprendre une trajectoire un peu plus apaisée, un peu plus normale, ceux qui auront pris le temps de s'organiser devraient mieux s'en sortir, quoi. Nicolas Seferiadis, vous vous retrouvez dans les propos de Pierre-Yves Lestradic ? Oui, tout à fait. Nous, on a tendance justement à ne pas octroyer d'énormes secteurs, parce qu'en plus, en termes d'exploitation, de service client, on est moins bon quand on a un grand territoire, parce que quand il faut faire un SAV à 1 heure de ses bases, on y va moins vite que lorsque c'est à 10 minutes. Hein. Donc, nous, on est partisans de ce que vous êtes en train de dire là. On est complètement d'accord avec ça, et on l'a observé aussi, que le marché est un peu plus à l'écoute de ça. Mais à condition qu'on leur apporte, tout à l'heure, ma voisine parlait de comment dirais-je, de contact entrant. À partir du moment où on fait le job au niveau des réseaux pour apporter du lead, apporter des contacts de qualité proches de notre concessionnaire, et nous, c'est ce qu'on fait, puisqu'on fournit 60 contacts, rendez-vous même, par mois, par concession, parce que c'est vraiment notre cheval de bataille, on n'a pas besoin d'aller loin. Et donc le concessionnaire comprend qu'à 15 km autour de chez lui, ça suffit. Donc on l'a observé et c'est mieux compris en tout cas. Avant c'était des grosses négos, oh là là, non, moi je vais à 200 km, une fois par an, mais en fait ils essaient d'obtenir le maximum, ça peut se comprendre, ça se défend, mais c'est pas leur intérêt en fait. Mais oui, on l'observe. On l'observe qu'il y a des changements. Bon, des changements, j'espère que nous n'aurons plus l'occasion de parler de crise sanitaire, de confinement, de savoir si ça a changé les choses, mais que nous allons repartir sur un rythme normal, avec des conversations normales, des sujets normaux. Anne-Séverine, quelle est la prochaine étude sur laquelle vous travaillez et que vous allez bientôt publier ? Alors nous, on va publier début 2022 notre étude habituelle sur le marché des fenêtres, pour évaluer la taille du marché des fenêtres et l'impact de la conjoncture très positive, notamment en entretien-rénovation sur l'année 2021. Donc ça c'est publié tout début, c'est en janvier-février qu'on publie cette étude. Et surtout, je pense que ce qui peut intéresser les têtes de pont de réseau, c'est on remet à jour notre étude parcours d'achat sur la rénovation de fenêtres, parce qu'on s'est rendu compte en 2020 avec le confinement, que les particuliers avaient été bien embêtés que finalement tous ces points de vente ou ces showrooms ferment. En fait, ils ne savaient plus où se diriger. Alors, il y avait Internet, évidemment, il y avait Google. Et donc, ils sont allés de plus en plus vers le digital, vers Internet, pour chercher de l'information, pour chercher à qui ils allaient demander des devis. Et c'est vrai que c'est très déceptif de faire des demandes de devis et de ne pas avoir de retour ou d'avoir des retours que plusieurs mois après. Et je crois que vraiment, les réseaux, là, apportent des grosses évolutions. Alors, on parle de l'e-réputation, mais aussi de la satisfaction client, dans le sens où c'est vrai qu'en e-réputation, les clients contents, ils ne le disent pas forcément, mais les clients contents, ça compte parce que, en définitive, demander un devis et l'avoir quelques jours après, ou au moins avoir quelqu'un qui nous rappelle, c'est essentiel. Et ça, on l'a vu vraiment se développer avec le confinement, parce que les gens avaient des projets d'amélioration, parce qu'ils vivaient chez eux, ils étaient enfermés chez eux, ils avaient le projet de changer leurs fenêtres,
mais ils demandaient des devis et pas d'appel. Et là, c'était important que dès le mois de juin, quand tout s'est réouvert, de pouvoir avoir été contacté par des artisans, des entrepreneurs, pour faire réaliser au moins un devis, avoir une prestation qui même pouvait tarder, arriver qu'en octobre ou en novembre, voire décembre. Voilà. Donc on met à jour notre étude parcours d'achat. Nous sommes impatients de la voir. Je suis sûr qu'elle va nous apporter énormément d'informations intéressantes. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci infiniment à vous deux d'avoir participé à ce jury, d'avoir accepté de participer à cette émission. Toutes mes félicitations à vous deux qui avez gagné un prix. Merci à vous et merci aux lecteurs, au nom de toute l'équipe OMCA pour le coup de cœur. Ça fait plaisir, coup de cœur des lecteurs. C'est vraiment très, comment dirais-je, c'est une belle récompense et puis on était très, très surpris et voilà, c'est fabuleux. Merci pour tout. Et merci au magazine aussi d'avoir créé cet événement. Merci à vous. Nous nous retrouverons très bientôt sur Bâti Radio. Merci à nos techniciens. Merci de nous avoir accueillis dans ce salon Équipe B. Et à très bientôt. Au revoir. Équipe B Metal Expo, le premier salon professionnel de la menuiserie française du 21 au 24 septembre 2021, porte de Versailles à Paris. Vue de ma fenêtre.